Quelle conclusion à porter au grand débat et puis eh bien l'actualité de la presse qui demain malheureusement ne sera pas dans les kiosques. C'est avec le ministre de la Culture que nous sommes ce matin, avec Franck Riester qui est de retour des îles des Caraïbes. On va dire des Antilles françaises. Franck Riester, bonjour, ministre de la Culture. Alors hier, le Premier ministre a dit moins d'impôts, moins de dépenses publiques. C'est la conclusion que vous tirez aussi? En tout cas, c'est ce qui ressort très clairement du grand débat, qui est un grand succès populaire. Le président de la République a souhaité, avec cette crise des Gilets jaunes, ouvrir ce grand débat, donner la parole aux Français, et les Français ont pris la parole. Ils l'ont pris à la fois dans les cahiers de doléances, ils l'ont pris sur le site internet, ils l'ont pris dans les réunions. Et ce qui ressort, c'est ce qui a été expliqué à la fois par Sébastien Lecornu et le Premier ministre. Le débat a duré, le grand débat a duré près de 3 mois. Le président de la République a fait la tournée des provinces. Et lui, en 20 minutes, il nous dit, bon, toute frilosité serait impardonnable si on ne fait pas, effectivement, baisse d'impôts, baisse de dépenses publiques. C'est un avertissement au président de la République, ça, de la part du Premier ministre? Non, ce n'est pas un avertissement au président de la République, c'est ce qui ressort du grand débat, Yves Tréhard. Donc le président de la République va faire ça? On sent depuis longtemps qu'il y a un ras-le-bol fiscal, un ras-le-bol administratif et la volonté que la classe politique soit plus exemplaire et soit plus efficace. On le sent. Pourquoi dans des territoires comme les miens, je suis le maire de Cologné. Ça fait 40 ans qu'on a un budget qui n'est pas à l'équilibre. Ça fait 20 ans que des gouvernements nous promettent des finances publiques plus saines, moins d'impôts, et ça ne se fait jamais. C'est possible, là? C'est vrai que c'est le bilan qu'il y a des 30 dernières années. C'est encore les classes moyennes qui vont Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a été élu sur un projet de transformation. Et le message qui ressort de ce grand débat, c'est qu'il faut aller encore plus vite, plus fort, notamment en matière de baisse de la fiscalité et de simplification administrative, pour faire davantage confiance aux Français, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Dans la foulée d'ailleurs de la loi qui a été votée de droit à l'erreur, il faut donner confiance aux Français. Il faut faire confiance aux Français. Moins de pression administrative, moins de pression fiscale. Après, au président de la République de fixer le cap, de dire de quelle manière il pense sortir de la façon dont il souhaite sortir de ce grand débat. Mais les choses sont simples. Il y a des décisions qui seront vraisemblablement annoncées. La semaine prochaine? C'est à peu près, il a dit un mois après la fin du grand débat. Donc on est autour de la mi-avril, mi-avril, donc le 15, c'est lundi. J'ai pas de date précise à vous donner. En tout cas, oui, c'est dans cet ordre-là. Et ensuite, il y aura, dans le cadre d'un agenda, des réformes qui devront être conduites, des mesures qui devront être prises. On fait une interprétation, vous et moi, de ce qu'a dit le Premier ministre. Pas de virage social, un tournant fiscal. C'est ça? Non, pardon Yves Tréhard, c'est des mots un peu faciles qu'on entend là aussi depuis 40 ans. Virage social, virage à droite, virage à gauche, à coup de barre à gauche, coup de barre... Non, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est quelle politique pour nos compatriotes, pour davantage de résultats en matière de sécurité, en matière de fiscalité, en matière de pouvoir d'achat et en matière d'emploi. C'est ça les enjeux. Est-ce que vous pouvez nous promettre que les classes moyennes, qui sont généralement toujours celles qui font les frais des politiques sociales, puisque là, vous allez être obligé de donner aux Gilets jaunes, vous allez être obligé de donner aux plus modestes. Est-ce que vous pouvez me garantir, ici, les yeux dans les yeux, que les classes sociales et les classes moyennes ne verront pas leur impôt augmenter ou ne feront pas les frais de l'opération? Alors écoutez, ça c'est très clair que le message qu'a dit le Premier ministre, le fait que les impôts n'augmentent pas. Et ce qui est aussi clair dans les discussions qu'on a pu avoir les uns avec le président de la République, c'est que la tendance est à la baisse de la fiscalité, sûrement pas l'augmentation, et la baisse de fiscalité notamment pour les classes moyennes. Alors vous comptez des amis parmi ce gouvernement. Dans ce gouvernement, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, tiens, ils viennent tous de la droite. Et tous disent, eh bien, il faut baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. Et comme par hasard, le Premier ministre vient aussi de la droite. Est-ce que là, il n'y a pas une pression exercée de votre part, des Macron compatibles, comme on disait il y a naguère, auprès du président de la République, alors qu'il y a pas mal de députés dans la majorité qui, eux, disent il faut revenir à l'impôt sur la fortune, il faut créer de nouveaux planchers d'impôts, enfin, vous voyez. Alors, d'abord, les députés sont dans le rôle à faire des propositions, à donner des avis. Ça, c'est tout à fait le rôle d'un député. Deuxièmement, on est une équipe. Peu importe d'où l'on vient, quelle culture politique on peut avoir, de la société civile, issue plutôt de la gauche, issue plutôt de la droite, on est une équipe gouvernementale derrière le Premier ministre et derrière
président de la République, soudés. Et je peux vous assurer que les clivages entre la gauche, droite, savoir tête gauche, tête droite, ça n'existe pas. Et on a des amitiés. Moi, j'ai des amitiés. J'étais sur les bancs de l'Assemblée nationale avec Bruno Le Maire, avec Édouard Philippe et avec Gérald Darmanin. Et oui, on s'entend bien. Pour autant, on est dans l'équipe du président de la République. Troisièmement, ce qu'a dit le Premier ministre, ce n'est pas une histoire de point de vue personnel, c'est ce qui ressort du grand débat. C'est ce que nous ont dit les Français à travers le grand débat, soit dans les cahiers de doléances, soit sur le site internet, ou soit dans les réunions. Et après, le président de la République dira ce qu'il, lui, ressent à l'issue du grand débat. Et quel cap conforme à ce que dit le Premier ministre. Ce qui est certain, c'est qu'on est vraiment dans une tendance de baisse de la fiscalité plutôt que d'augmentation de la fiscalité. Deux petites questions. On bouge, on recule l'âge de départ à la retraite? Il est de 62 ans aujourd'hui. Alors, attendez, il y a deux sujets. Il y a la question de la réforme des retraites. C'est Jean-Paul Delevoye qui s'y colle. C'est difficile pour que ça soit plus juste, pour que les Français acceptent mieux ce système de retraite et qu'il y ait une justice entre les uns et les autres, notamment par rapport aux régimes spéciaux dans un certain nombre de professions. Et deuxièmement, et c'est un sujet différent, il y a la question de l'équilibre de ces régimes de retraite. Et cette question-là, comme ça s'est posé dans le passé, se posera peut-être dans l'avenir avec le vieillissement de la population. Et les leviers, on les connaît. C'est soit les cotisations, c'est soit le niveau de pension. Baisse. Soit pour équilibrer, il faut augmenter les cotisations. Les cotisations montent, les pensions baissent. Ou alors il faut baisser les pensions, il faut travailler plus. Mon point de vue, c'est qu'il faut mieux travailler plus que de baisser les pensions ou d'augmenter les cotisations. Mais c'est un sujet différent. Et le moment venu, en temps voulu, il faudra regarder cette question-là, bien évidemment. Jean-Paul Delevoye. Deuxième question, la réforme de la fonction publique passe par la contractualisation de beaucoup d'agents de la fonction publique. Il y en a beaucoup au ministère de la Culture, des contractuels? Il y en a un peu, notamment dans les opérateurs. Si c'est nécessaire, on le fera. Ce qui est certain, c'est que c'est une très bonne réforme qui va permettre davantage de mobilité dans la fonction publique, qui va permettre de mieux gérer les ressources humaines de la fonction publique. Les fonctionnaires qui nous regardent, ils savent très bien que la fonction publique, que l'administration est sûrement le plus mauvais gestionnaire de ressources humaines de toutes les entreprises ou de toutes les structures. C'est une réforme qui va permettre de mieux gérer les ressources humaines, prévoir les carrières, prévoir les renouvellements des agents, mieux assurer la mobilité, les formations, trouver des agents qui permettent de répondre à des problématiques spécifiques avec des contrats de projet. Voilà. Donnons de la fluidité et permettons de mieux gérer nos équipes de fonctionnaires. Ils en ont vraiment besoin. Ministre de la Culture. Demain, présentation de la réforme de la loi Bichet à partir d'un rapport qui vous a été remis, le rapport Schwartz. Alors la loi Bichet, 1947, une grande coopérative, tout le monde sur un pied d'égalité. Et puis bon, c'est un gouffre financier au fur et à mesure. Cette égalité est de moins en moins assurée, les journaux sont de moins en moins contents. Comment on réforme ce grand ensemble qui était issu du Conseil national de la résistance d'ailleurs? Comment on fait? On maintient les principes. Égalité, neutralité de distribution. C'est-à-dire que le journal... C'est-à-dire qu'on oblige les éditeurs, les journaux qui veulent se regrouper pour distribuer les journaux d'être en coopérative. Ce qui permet de ne pas laisser les petits éditeurs de presse, les petits journaux, sur le côté et donner la possibilité, dans le cadre d'une péréquation, de pouvoir être distribués partout en France aussi. Ça, c'est un principe fondamental qui a permis quand même le pluralisme de la presse, et d'avoir un service qui globalement a très bien fonctionné, c'est-à-dire que les Français ont pu avoir leur journal, leur magazine partout en France d'une façon très neutre. Ce qui change, c'est qu'on va donner la possibilité au système de distribution, notamment par exemple à la messagerie Prestalis, de pouvoir s'adosser demain à des professionnels de la distribution, peut-être améliorer, moderniser l'outil industriel pour que ça coûte moins cher aux journaux et que donc chaque journal pourra choisir comment il veut être distribué. Il ne sera pas obligé de passer, ou il passera par Prestalis, mais il sera obligé de passer par une coopérative, mais cette coopérative pourra travailler avec
Prestalis, avec MLP, qui sont les deux messageries actuelles, mais peut-être demain, à partir de 2023, parce que ça ne sera ouvert qu'à partir de 2023, à d'autres distributeurs. En attendant, on va donner les moyens à Prestalis de se moderniser pour être plus concurrentiel, compétitif dans la distribution de la presse. Le déficit chronique de Prestalis, c'est terminé ça? Alors, il y a eu beaucoup d'efforts de fait par les salariés de Prestalis, par la direction de Prestalis, pour améliorer la rentabilité de Prestalis. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec un marché qui baisse parce qu'il y a le numérique. Les Français lisent de plus en plus la presse sur tablette. Et donc, le marché baisse. Et donc, malgré les efforts, il y a toujours des difficultés d'équilibre financier, c'est le moins qu'on puisse dire, de Prestalis. Donc là, c'est donner la possibilité de moderniser l'outil industriel, de s'appuyer, s'adosser éventuellement pour Prestalis à des opérateurs spécialisés dans la distribution et pas simplement la distribution de la presse, et éventuellement de faire entrer des nouveaux acteurs de la distribution, mais qu'à partir du 1er janvier 2023. Ce qui veut dire que les gros éditeurs ne payeront pas toujours pour les petits qui... Enfin, les petits payent aussi un peu, mais il y a une péréquation. Donc, péréquation sera plus juste que par le passé? Ça, la péréquation va continuer, parce qu'on veut absolument s'assurer que les petits éditeurs de presse pourront continuer d'accéder à la distribution d'une façon équitable. J'ajoute qu'il y a un élément important dans cette loi. Les droits voisins? Non, qui est de donner la possibilité aux marchands de journaux de mieux gérer leur approvisionnement, leur stock, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Ils auront davantage de liberté? Davantage de liberté d'approvisionnement. J'ajoute que... C'est-à-dire que si je suis kiosquier dans le 16e arrondissement, place Victor Hugo, je n'ai pas besoin d'avoir 100 humanités tous les jours. Ça sera beaucoup plus facile, effectivement, de gérer les stocks. Ça restera très contraint pour l'information politique et générale, parce que ça, c'est important que les Français puissent absolument avoir accès à ces titres-là. Mais pour les autres titres, il y aura davantage de souplesse dans la gestion pour les marchands de journaux. Et c'est important parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de défaillances de marchands de journaux. Ils sont à travailler énormément avec très peu de rentabilité, avec des contraintes énormes. Donc on va assouplir ces contraintes-là. Un point important et très rare aussi, c'est qu'on va modifier le régulateur de ce secteur. Ça va être l'ARCEP, qui est le régulateur des télécoms et qui a des moyens importants, qui va être le régulateur de la distribution de la presse. Alors qu'aujourd'hui, il y avait deux régulateurs qui vont être supprimés et qui étaient poser un certain nombre de problèmes, notamment de conflits d'intérêts, puisque c'était beaucoup d'éditeurs de presse qui étaient dans la régulation. Donc, ils régulaient un secteur dans lequel ils étaient des acteurs principaux. Et donc, il y aura une indépendance de la régulation. Donc c'est l'ARCEP maintenant qui gérera ça. Exactement. La grève de demain, malheureusement, de la distribution de la presse est liée à cela? Oui, c'est lié à ça. Écoute, moi, le message que j'envoie aux représentants syndicaux et aux salariés de Prestalis, c'est de leur dire on est en train de mettre en place une réforme qui maintient les grands principes de la loi Bichet de 47, qui sont des principes importants, et on va les aider à moderniser leur entreprise pour qu'elle continue demain à distribuer la presse. Mais si on ne le fait pas, il y a un vrai risque de défaillance. Et c'est absolument la volonté du gouvernement d'accompagner Prestalis dans sa mutation et de faire face à la révolution numérique. Petit message à nos lecteurs et à nos abonnés pour leur dire que le journal qu'ils devaient recevoir demain, ils le recevront jeudi sur le pas de leur porte ou dans leur boîte aux lettres. Est-ce que vous allez recevoir aujourd'hui aussi un rapport qui est le rapport Hogg, qui est le rapport sur... des problèmes déontologiques, cette fois, de la presse d'information générale et politique. Vous allez nous créer une espèce d'usine à gaz, là, qui va nous surveiller? Qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, je ne créerai rien du tout, parce que... c'est ce que préconise le rapport Hogg. Non. Il ne préconise pas que le gouvernement crée une usine à gaz. Il dit, voilà, il y a un problème de défiance des Français vis-à-vis de la presse. Des fake news. Notamment. Et du traitement parfois que certains estiment inéquitable de la part de la presse. Et le fait que parfois les Français ont le sentiment que les journalistes ne rendent de compte à personne. Donc là, le principe, c'est de dire quoi? C'est de dire, comme ça existe dans un certain nombre de pays, que la profession, c'est-à-dire les journalistes, les professionnels se saisissent de cette question-là et crée un conseil de presse, un conseil de déontologie. Une espèce de conseil de l'ordre? Non, pas de conseil de l'ordre parce qu'il n'y aurait pas de sanction de privation de carte de presse ou d'autres je ne sais quoi, mais simplement d'alerte, de prononcer des avis en disant attention, là, manifestement, les règles classiques de fonctionnement de la presse n'ont pas été respectées par tel ou tel journaliste. C'est aux éditeurs de s'organiser pour créer ça? Oui, surtout pas le politique, surtout pas à l'administration de le faire. En revanche, s'il y a la volonté de la presse de se saisir de cette opportunité de le faire, alors là, oui, on regardera de quelle manière on peut clarifier les responsabilités et les compétences entre, par exemple, pour ce qui concerne l'audiovisuel, entre le CSA et ce conseil de presse. Parce que
On voit ce conseil n'aura pas de pouvoir de sanction. Pas de pouvoir de sanction, si jamais il devait être créé. Et on verrait de la même façon, outre la question de la clarification des compétences entre le Conseil de presse et le CSA et les autres régulateurs, on regarderait de quelle manière on pourrait aider financièrement sans que ça soit perçu comme une pression, quelle qu'elle soit, sur la presse. On est avec le ministre de la Culture dans les studios du Figaro ce matin et Julie Coulon-Profisi nous rejoint pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Franck Riester. Alors, les questions des internautes. Alors, une première question de Princeps sur le chat du Figaro. Que pensez-vous de l'invitation de Éric Drouet au Sénat, même si au final il n'ira pas? Alors, le ministre de la Culture était dans les îles. Donc Éric Drouet, une des figures des Gilets jaunes, je ne sais pas si vous êtes au courant, a été convié par le Sénat pour se prononcer notamment sur la privatisation des aéroports. Oui, on ne sait pas trop pourquoi M. Drouet se prononcerait spécifiquement sur la privatisation des aéroports, mais s'il n'y va pas, je pense que c'est bien. D'accord. Alors, sur le site du Figaro, Béatrix félicite l'humoriste Blanche Gardin qui a refusé donc, de recevoir l'ordre des arrêts des lettres. Pour Béatrix, Emmanuel Macron devait espérer se faire un coup de pub pendant la campagne des Européennes, dit-elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, c'est pas du tout ça. En plus, c'est le président de la République, pour le coup, n'y est absolument pour rien. C'est moi qui... Parce que je trouve que c'est une artiste qui a un public, qui a une... apporte au paysage humoristique français. Et donc c'est moi qui ai suggéré, qui ai proposé qu'elle puisse avoir cette décoration des arts et lettres. Elle l'a refusé, c'est son droit le plus légitime. On peut l'accepter, on peut le refuser, mais le président de la République n'est absolument pour rien. Et ça arrive souvent chez les artistes qui refusent. Oui, ça arrive de temps en temps. Ils ne sont pas très académiques. Non, mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Bon, le discours politique qu'elle tient, elle est tout à fait légitime de le tenir. Chaque citoyen a la possibilité de tenir, d'avoir des opinions, de les afficher. Moi, ça ne me pose aucun problème. Alors, c'est Jean Tocata sur le site du Figaro, toujours, qui vous demande, comptez-vous arrêter le régime des intermittents du spectacle, qu'il dit inique et ruineux? Alors, ça vient s'inscrire dans la réforme de l'assurance chômage. Alors, il y a effectivement une réforme de l'assurance chômage, mais le président de la République, le Premier ministre et moi-même, nous avons dit, et Mme Pénicaud aussi, très clairement, que nous ne reviendrons pas sur les négociations qu'il y a eu sur le régime des intermittents du spectacle, donc les annexes 8 et 10, qui ont été des négociations en 2016, parce que c'est trop tôt pour savoir... Que Valls avait abandonné, il faut quand même le dire, parce qu'il avait vu quand même que ça pouvait tanguer, et il avait mis ça de côté. Non, il y a eu des... Ça coûte 1 milliard d'euros par an. Il y a eu des... Non, là c'est caricatural, Yves Tréhard, c'est pas ça les chiffres, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça coûte de l'argent parce qu'effectivement on fait, et moi je suis totalement... favorable à ce qu'on continue d'avoir un dispositif qui prend en compte la réalité de ce qu'est le métier de technicien, de gens qui travaillent dans le spectacle vivant ou dans l'audiovisuel et qui nécessitent d'avoir un régime spécifique d'assurance chômage. Pour autant, il y a eu des négociations, une réforme en 2016, cette réforme qui notamment vise à lutter contre la permittence, c'est-à-dire des contrats qui sont des contrats à durée déterminée dans le cadre du régime de l'intermittence, alors même que finalement ce sont plutôt des salariés à temps complet dans les boîtes, pour lutter contre ça et lutter contre la précarisation ou la précarité des intermittents du spectacle. Cette loi, avec des moyens à la clé, notamment des moyens à travers un fonds, le fonds PEPS, qui vise à pérenniser justement ces emplois, doit être suivi dans le temps, doit prendre toute son ampleur. Et donc on verra à l'issue d'une période de plusieurs années s'il faut renégocier à nouveau. Là pour l'instant, l'idée, on ne bouge pas par rapport à la négociation de 2016. Il y a beaucoup d'intermittents du spectacle, la France Télévisions. Oui, il y en a 11 000 salariés, il y en a encore. Et beaucoup de salariés d'intermittents du spectacle. Il y en a encore qui sont sur le statut. De façon abusive, souvent. Attendez, c'est en tout cas un des objectifs de la réforme de 2016, c'est de lutter contre cette permittence, c'est-à-dire l'abus qu'il peut y avoir, notamment dans l'audiovisuel, sur des régimes d'intermittents qui en fait sont des salariés à temps plein, qui devraient donc être en CDI. Et on a un dispositif d'accompagnement financier pour ce faire. D'accord. Alors, vous vous êtes récemment rendu dans les territoires d'outre-mer et à cette occasion, François, Quentin et d'autres sur le site du Figaro vous reprochent la suppression de la chaîne télévision France O. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, le gouvernement... Il faut d'abord faire une petite rectification auprès de beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs. France O n'est pas diffusée dans les outre-mer, il faut le savoir. Alors, il l'est parfois, ça dépend où. Mais enfin, alors, dans les Outre-mer, il y a les Outre-mer premières, qui sont des chaînes de France Télévisions, qui sont très regardées, avec une grande audience dans les différentes Outre-mer.
Le gouvernement a pris la décision de fermer l'antenne de France O et de France 4. Pour autant, bien évidemment, il va continuer à y avoir des programmes jeunesse, qui étaient France 4, sur le service public de l'audiovisuel, et bien sûr des contenus d'audiovisuel issus de l'outre-mer. Et je dirais même encore davantage. Parce qu'on voyait bien que France O avait une très faible audience, et là l'idée c'est d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les autres chaînes de France Télévisions, France 2, France 3, France 5, France Info. La visibilité, c'est-à-dire des visages, des contenus et de l'information. Tout ça sera marqué dans un... matin, quand même. Tout ça sera dans un... Non. Tout ça sera dans un cahier des charges très précis qui sera donné à France Télévisions et on s'assurera que ce cahier des charges est bien respecté. France Télévisions y travaille déjà. Les parlementaires ont fait des préconisations et dans le cahier des charges, on en précisera tout ça. Ce qui est important de se dire, c'est qu'en plus, c'est courant 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ça, de cette volonté qu'il y ait davantage de visibilité des visages, des contenus, de l'information ultramarine dans les antennes de France Télévisions, nous allons travailler avec le CNC, mon ministère et les acteurs de l'audiovisuel à un plan de production et de création audiovisuelle dans les Outre-mer. Il y a un potentiel exceptionnel. Et donc on veut aider les productions dans les Outre-mer et ensuite que ces productions soient diffusées davantage. Alors c'est 36 qui vous demande comment envisagez-vous protéger la liberté d'expression sur Internet ? Alors, la liberté d'expression d'ailleurs sur Internet, elle est très importante. L'idée, c'est aussi de lutter contre les dérives qu'il peut y avoir. Internet est un espace public, comme tout espace public, les règles de l'espace public doivent être respectées. C'est certain. Donc il y a une proposition de loi là-dessus. Donc il y a une proposition de loi contre les propos haineux et discriminatoires. C'est Laetitia Avia qui l'a travaillé, avec notamment les services de la justice, du gouvernement et de mes services à la direction générale des industries créatives et des médias. L'idée, c'est de s'assurer que des propos qui seraient des propos haineux puissent être retirés dans les 24 heures. On ne peut pas laisser des propos haineux qui traînent sur les réseaux sociaux parce que c'est très grave. Et d'autre part, l'idée, c'est de responsabiliser les plateformes, que les plateformes prennent toutes leurs responsabilités. C'est trop facile. Alors, si effectivement il s'avérait que les plateformes ne joueraient pas le jeu de cette responsabilisation et ne retireraient pas les propos haineux sous 24 heures, à ce moment-là, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pourrait prononcer des sanctions contre ces plateformes. En Allemagne, le plafond est très élevé, hein. C'est de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Hein. Oui, mais je pense qu'il faut que les sanctions soient importantes, parce que sinon, ce n'est pas dissuasif. D'accord. Une dernière question. Alors, une dernière question, qu'est-ce que vous pensez du pseudonymat, du coup ? Alors, la fin plutôt du pseudonymat. Alors, c'est intéressant parce que le deuxième point, effectivement, de cette stratégie, outre la responsabilisation des plateformes et le fait de retirer les contenus, il y a aussi de sanctionner ceux qui les prononcent. Et donc d'avoir des dispositifs, notamment au niveau judiciaire, plus efficaces. Pour autant, moi, je ne suis pas favorable à revenir sur l'anonymat. Ce qui compte, c'est qu'on puisse retrouver, malgré un pseudonyme, très rapidement la personne qui est derrière le propos. Ce qui est souvent possible. Hein. Et ce qui est souvent possible. Et il faut que ça soit encore plus facile pour la justice de le faire. Merci Franck Hiester. Merci à vous, des Antilles françaises. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers internautes. Merci Julie Coulomb-Profézy de vous être fait l'interlocutrice de ces internautes. Et puis à demain, si vous le voulez bien.